Bonjour à tous. Comme nous le faisons régulièrement, nous allons aujourd'hui évoquer un sujet concernant l'anatomie. Ce thème est évidemment important pour les professionnels exerçant en imagerie médicale. C'est mon collègue Jean-Philippe Dillenzeger de l'association PROMI qui va vous présenter l'anatomie de l'encéphale en se servant de coupes d'IRM réalisées en pondération T1. On voit ça tout de suite. Bonjour à toutes et à tous. Donc dans le cadre de cette présentation, je vous propose une étude anatomique de l'encéphale en IRM à partir de coupes transversales de référence. Alors un rapide mot d'introduction sur l'origine du système nerveux central et donc de l'encéphale. Alors en s'appuyant sur cette figure qui représente une vue d'un utérus de face, qui est sectionné dans son hémiplan frontal gauche, vous observez que 6 jours après la fécondation, on assiste à l'étape de nidation de l'embryon, qui correspond à l'implantation de celui-ci dans la muqueuse utérine. Alors cette nidation permettra à l'embryon de développer son placenta et il restera ainsi fixé pendant toute la période de gestation. Alors au bout de 20 jours, cet embryon prend la forme d'un disque, dit disque embryonnaire tridermique, donc composé de 3 couches. Et ici la couche verte, donc la plus superficielle, appelée également donc l'ectoderme, se différenciera dans sa partie sagittale et médiane pour venir former ce qu'on appelle le neuroectoderme qui sera l'origine du système nerveux central. Alors au bout de 30 jours, on observe le neuroectoderme qui vient former un cylindre appelé tube neural, ébauche du système nerveux central et qui rapidement présentera un stade à 3 vésicules. Ces vésicules donc supérieures deviendront l'encéphale et le reste du tube neural correspondra à de la moelle spinale. Plus tard, au bout de 2 mois, nous observerons un stade dit de 5 vésicules qui donneront naissance aux 3 structures que vous connaissez de l'encéphale, à savoir le tronc cérébral qui sera respectivement en lien avec le cervelet en arrière et le cerveau au-dessus, comme vous le voyez sur cette coupe sagittale. Alors, pour faire une synthèse, le tronc cérébral sera formé de 3 vésicules originales, donc le myélencéphale, le métencéphale et le mésencéphale. Le cervelet, lui, sera une extension postérieure du métencéphale et le cerveau correspondra donc à l'évolution des 2 vésicules correspondant respectivement au diencéphale et au télencéphale. Alors, par principe, l'exploration anatomique de l'encéphale se fait régulièrement dans un plan transversal qui est orienté de manière anatomique en passant par la commissure antérieure CA et la commissure postérieure CP, ici visible en couleur rouge sur la coupe sagittale médiane. Et ce plan donc bicommissural CACP est connu comme le plan de référence en neuroanatomie. Alors, classiquement, l'exploration anatomique en coupe du système nerveux central et donc de l'encéphale se fait dans le sens de l'évolution de ces vésicules et se fait donc traditionnellement du bas vers le haut. Mais ici, nous allons déroger à cette règle pour répondre aux habitudes pratiques des utilisateurs d'IRM ou de manière non conventionnelle, mais classique tout de même. Les coupes sont affichées dans un sens de défilement supéro-inférieur. Bien, démarrons avec
cette première coupe, donc la plus supérieure, en nous focalisant sur sa partie latérale gauche. Nous observerons donc de la périphérie vers le centre différentes couches. La plus périphérique correspond ici à du cuir chevelu, en dessous duquel nous retrouverons du tissu adipeux subcutané, donc de la graisse, et ici vous observez une fine couche de muscles temporale qui se repose sur la voûte crânienne elle-même, composée de différentes strates osseuses, de l'os compact formant donc les tables externes et internes, et de l'os spongieux formant le diploïde. Accolé à cette structure osseuse, nous retrouverons à l'intérieur de celle-ci donc une dure mère crânienne qui est une membrane fibreuse, rigide, adhérant donc fortement à l'os. C'est la plus externe des trois membranes constituant les méninges. Sur cette coupe, nous retrouvons également le positionnement de l'os frontal et de l'os pariétal, séparés par la suture dite coronale. Et en arrière, nous trouvons un sillon très particulier, le sillon central, qui permettra de séparer le lobe frontal en avant, ici affiché en rose, du lobe pariétal en arrière, ici affiché en vert. Alors le repérage de ce sillon central est également important pour étudier deux gyrus particuliers, donc deux circonvolutions particulières. Donc le gyrus précentral, qui a un rôle dans la motricité consciente, et le gyrus postcentral ayant un rôle dans la sensibilité consciente. Alors ces deux gyrus sont répartis de part et d'autre de ce sillon central, le gyrus précentral appartenant au lobe frontal et le gyrus postcentral appartenant donc au lobe pariétal. Donc ce sont bien des épaisseurs de substance grise, on parle ici de cortex cérébral. Passons maintenant à la coupe numéro 2, où nous retrouvons ici de l'os frontal en jaune, des os pariétaux en bleu, et en arrière, nous commençons à voir apparaître de l'os occipital, séparé des deux os pariétaux droit et gauche par une suture appelée suture lambdoïde. Alors sur cette coupe, nous voyons également apparaître de la dure mère qui en réalité est composée de deux feuillets, un feuillet externe collé à l'os, un feuillet interne en direction de la cavité crânienne, et vous observez que dans un plan sagittal médian, les deux feuillets de dure mère, les deux feuillets internes se rejoignent pour donner dans un plan sagittal médian donc une cloison, un septum appelé septum durmérien, venant ici séparer l'hémisphère cérébral droit de l'hémisphère cérébral gauche. Cette cloison durmérienne est ici appelée la faulx du cerveau. Alors vous observez que la formation de cette faulx du cerveau laisse apparaître une cavité triangulaire qui sera occupée par du sang veineux qui viendra drainer l'encéphale, et dans ce plan sagittal médian, nous observerons ici la présence du sinus longitudinal supérieur. Passons maintenant à la partie centrale de cette coupe, en observant ici à droite comme à gauche apparaissent en bleu les ventricules latéraux, droit et gauche. Donc un ventricule latéral est une cavité appartenant donc au télencéphale qui participe à la sécrétion de liquide cérébrospinal et qui communiquera en bas avec le troisième ventricule qui lui est dit encéphalique par des foramènes interventriculaires. Latéralement, nous retrouverons un amas de substances grises correspondant au noyau codé, qui fait partie donc des noyaux gris de la base, et qui, avec d'autres noyaux, tels que le putamen du noyau lenticulaire, viendra former une unité fonctionnelle appelée le striatum, et qui aura différentes fonctions qui sont listées sous vos yeux. Au centre, nous trouvons un ensemble de substances blanches permettant aux hémisphères cérébraux droit et gauche de communiquer entre eux. On parle ici donc de commissure interhémisphérique, et cette
grosse commissure interhémisphérique est appelé donc le corps calleux, qui a donc une importance fonctionnelle importante dans l'échange d'informations entre l'hémisphère droit et gauche. Ce corps calleux est visible très facilement également dans un plan frontal, où là nous comprenons bien cette notion de commissure entre l'hémisphère cérébral droit et gauche. Passons maintenant à la coupe numéro 3, dans sa partie centrale, où nous positionnons à niveau le ventricule latéral, qui présente ici dans sa partie là plus antérieure une corne frontale. Entre ces deux ventricules latéraux, nous voyons la partie supérieure, donc le toit du troisième ventricule, qui lui appartiendra plutôt au diencéphale. À l'intérieur du ventricule latéral, ici, nous voyons apparaître un amas correspondant au plexus choroïde, qui est le lieu de production du liquide cérébro-spinal. Nous produisons environ 500 ml de LCS par jour. Latéralement, au ventricule latéral, nous retrouvons du noyau codé. Et latéralement à celui-ci, nous voyons apparaître un nouveau noyau gris en forme de lentille, faisant également partie de cet ensemble qu'on appelle le striatum et qui correspond ici au noyau lenticulaire. Alors le corps calleux apparaît ici en deux parties, sa partie la plus antérieure correspondant à son genou et sa partie la plus postérieure correspondant à son splénium. Au milieu, entre les deux ventricules, nous retrouverons le fornix, visualisant ici ce qu'on appellera ces piliers. Alors juste un mot sur le fornix, c'est bien un élément de substance blanche qui sera constitué donc, de deux types de fibres. Des fibres homolatérales qui vont relier principalement les noyaux des corps mammillaires aux hippocampes, et des fibres dites commissurales qui passeront par la commissure du fornix et qui relieront entre les hippocampes droit et gauche. Alors dans un plan sagittal médian entre les deux ventricules latéraux et reliant le genou du corps calleux au fornix, nous retrouvons une cloison appelée septum pellucidum qui n'a pas de rôle fonctionnel. Entre le noyau codé et le noyau lenticulaire, nous trouverons une capsule de substance blanche appelée capsule interne, qui est la plus importante des capsules, alors donc nous en verrons d'autres après, et qui permettent en partie le passage de ce qu'on appelle les voies pyramidales. Au niveau de ces capsules internes, nous trouverons tout de même le passage de liens de substances grises permettant d'établir un lien fonctionnel entre le noyau codé et le noyau lenticulaire. On parle ici de pont caudato-lenticulaire. Passons maintenant à la coupe numéro 4, où nous retrouvons ici en bleu la corne frontale du ventricule latéral en avant et en arrière la corne occipitale du ventricule latéral. Alors à un moment donné, ces cornes ventriculaires se réuniront au niveau d'un ensemble appelé le carrefour ventriculaire ou atrium du ventricule latéral, qui correspondra donc à la jonction entre le corps, la corne occipitale et la corne temporale du ventricule latéral. Au centre, nous trouvons une partie du troisième ventricule. Le noyau codé se retrouve à nouveau sur cette coupe. On retrouve donc en avant la tête du noyau codé et en arrière, de manière un peu plus fine, la queue du noyau codé. Donc le noyau lenticulaire est bien visible sur ce plan de coupe également, et à côté de celui-ci, latéralement, nous retrouverons une fine lame de 1 mm d'épaisseur de substance grise correspondant au claustrum, dont les fonctions précises ne sont pas très bien connues. Alors dans la partie centrale, apparaissant ici en vert, nous observons
le gros noyau gris appartenant au diencéphale, qui est connu sous le nom donc de thalamus, qui lui est subdivisé en 6 groupes, chaque groupe contenant plusieurs noyaux. On distingue une trentaine de noyaux de substance grise au total, qui ont des fonctions spécifiques qui sont listées ci-dessous. En arrière, nous trouvons l'hippocampe dans sa partie la plus postérieure, correspondant donc à sa queue. Donc l'hippocampe, c'est une structure de substance grise corticale qui a la particularité de ne présenter que 3 à 4 couches d'organisation cellulaire, contrairement au cortex appartenant donc au cerveau, qui lui présente une structure à 6 couches. Alors, cet hippocampe est connu car il a des fonctions connues dans la mémoire, la navigation spatiale et l'inhibition du comportement. Nous retrouvons le fornix sur cette coupe avec sa partie la plus antérieure qui correspond donc aux colonnes et sa partie postérieure correspondant au pilier du fornix, pilier qui va encore davantage s'affiner pour suivre la direction de l'hippocampe et former ce qu'on appellera la fimbria de l'hippocampe, qui est bien de la substance blanche. En avant comme en arrière, nous trouvons la plus grosse des commissures de substance blanche qui correspond donc au corps calleux, le genou en avant, le splénium en arrière. La capsule interne est visible également et traversée par les ponts caudato-lenticulaires que nous avions déjà évoqués. Et ici, nous retrouvons donc 2 autres capsules. La capsule externe, donc située entre le noyau lenticulaire et le claustrum, et la capsule extrême, située donc entre le claustrum et cette partie corticale latéralisée qui correspond à l'insula. Passons maintenant à la coupe numéro 5. Nous retrouvons ici les références du plan bicommissural en positionnant ici la commissure antérieure et la commissure postérieure. Alors en pratique, repérer sur ce plan de coupe ces 2 commissures est gage de critères de bonne inclinaison du plan transversal correspondant donc ici au plan dit bicommissural. Alors entre ces 2 commissures antérieure et postérieure, nous trouvons le 3e ventricule qui appartient donc bien au diencéphale. Au niveau d'éléments de substance blanche connus, nous retrouvons le fornix qui présente en avant sa colonne et en arrière la fimbria, donc, qui accompagnera la trajectoire de l'hippocampe. En arrière et légèrement sous la commissure postérieure, nous retrouvons une glande, dite glande pinéale, anciennement appelée épiphyse, mais ce terme est actuellement impropre car les épiphyses correspondent aux extrémités crâniales et distales des os longs. Alors actuellement donc il est important de parler donc de glande pinéale. Pinéale veut dire que cette glande a une forme de pomme de pin et glande pinéale qui sécrète de la mélatonine et qui est classiquement connue sous le nom d'hormone du sommeil car elle influence les rythmes biologiques journaliers et saisonniers. Latéralement, de part et d'autre du 3e ventricule, nous trouvons le plus gros noyau gris diencéphalique correspondant au thalamus. En avant comme en arrière, on retrouve du noyau caudé, sa tête en avant, sa queue en arrière. Donc le noyau caudé, je vous rappelle, c'est un noyau, lui, télencéphalique. Sur le côté, le noyau lenticulaire et encore davantage en latéralité, le claustrum. Nous retrouvons également la capsule interne qui présente ici un genou, laissant apparaître un bras antérieur, donc dirigé vers l'avant et vers l'extérieur, et un bras postérieur, cette fois-ci dirigé vers l'arrière et vers l'extérieur.
Et nous retrouvons également les capsules externes et extrêmes de part et d'autre du claustrum. Ici en vert apparaît de part et d'autre de la glande pinéale, en réalité légèrement en dessous et en lien avec le thalamus qu'on appelle les colliculus supérieurs, qui sont des reliefs pairs et en forme d'ellipse, hein, qui appartiennent aux voies visuelles. Alors il est intéressant de faire ici un zoom latéral centré sur le noyau lenticulaire, et lorsque nous modifions une séquence, lorsque nous décidons de travailler sur un champ magnétique plus élevé, alors par exemple ici à cette Tesla, nous voyons apparaître davantage de contraste permettant d'étudier avec davantage de précision anatomique la structure de ce noyau lenticulaire qui sera composé de différentes parties, un putamen qui est plutôt latéral et une partie médiale appelée globus pallidus qui apparaît plus pâle, hein, sur l'image et qui est lui-même subdivisé en deux parties, en globus pallidus donc médial et en globus pallidus latéral. Nous retrouvons également le claustrum, nous l'identifions très bien et par conséquent nous sommes capables de positionner de manière très certaine les différentes capsules, donc capsule interne, capsule externe et capsule extrême. Descendons et commençons à pénétrer la partie supérieure du tronc cérébral correspondant donc au mésencéphale, apparaissant ici en bleu et qui est traversé par un aqueduc contenant du liquide cérébrospinal qui fera le lien entre le troisième ventricule en haut et le quatrième ventricule en bas. Donc nous sommes ici au niveau de l'aqueduc du mésencéphale. En avant, nous retrouvons dans la fosse dite interpédonculaire un corps dit mammillaire qui prend la forme donc d'éminence hémisphérique paire d'un diamètre d'environ 5 mm et qui ont des rôles multiples et variés tels que l'apprentissage, l'éveil, la mémoire. Alors ces corps mammillaires sont appartiennent donc à l'hypothalamus et sont donc dans la continuité des colonnes du fornix. Ici en violet apparaît de la substance grise appartenant donc à l'hypothalamus. Alors l'étude interne du mésencéphale n'est pas forcément aisée dans les champs magnétiques conventionnels de 1,5 ou de 3 Tesla, sauf séquences particulières ou montées en champ magnétique sur des appareils spécifiques, comme vous voyez ici sur un appareil à 7 Tesla, où l'on voit apparaître des contrastes supplémentaires permettant de repérer de nouvelles structures. Nous retrouvons donc quelque chose qu'on peut déjà d'ailleurs retrouver dans les champs magnétiques inférieurs, hein, les colliculus inférieurs qui appartiennent aux voies auditives. À l'intérieur, en orange, nous voyons ici la position du tractus pyramidal, hein, donc c'est bien de la substance blanche hein, qui est dans le prolongement de la capsule interne vers le bas. Nous retrouvons de la substance noire qui est spontanément foncée lors d'une séquence de dissection et donc visible à l'œil nu, hein, et cela est lié à la pigmentation de ces cellules qui contiennent de la neuromélanine et qui présentent en plus une concentration importante en fer qui permet de générer un contraste particulier en IRM. Alors cette substance noire a un rôle dans la coordination motrice des mouvements involontaires. À l'intérieur, nous trouvons des noyaux rouges d'environ 7 mm de grand axe qui présentent également une composition donc de fer, ce qui explique aussi pourquoi ils sont très visibles ou bien visibles en IRM dans certaines séquences, notamment pondérées en susceptibilité magnétique ou en T2 étoile. Alors, ces noyaux rouges ont un rôle dans le contrôle du tonus musculaire, de la posture et de la marche.
Alors à l'intérieur de ce mésencéphale, nous retrouvons d'autres éléments cités ici, mais nous n'irons pas plus loin dans les explications fonctionnelles de ces structures. Passons à la coupe numéro 7 qui passe par la partie centrale du tronc cérébral, correspondant donc au pont, apparaissant ici au violet, pont qui dans sa partie antérieure et médiane laisse apparaître un sillon, le sillon basilaire qui accueille en avant de celui-ci le passage donc de l'artère basilaire, elle-même située dans une citerne de liquide cérébrospinal, située donc en face du pont et qui correspond donc à la citerne pontique. Sur cette coupe, nous voyons également la présence des carotides internes. À l'arrière de ce pont, nous observons un lien qui se fait avec le cervelet par l'intermédiaire donc du pédoncule cérébelleux supérieur, droit et gauche. Entre ces deux pédoncules, nous voyons apparaître le quatrième ventricule, qui est la cavité ventriculaire appartenant donc au mésencéphale et qui est situé donc entre l'aqueduc du mésencéphale qui lui est en haut et le canal central d'un moelle allongé qui lui sera en bas. Passons maintenant à la coupe numéro 8, celle passant également par la partie pontique du tronc cérébral, mais plutôt dans sa partie basse, où nous retrouvons donc toujours le pont, en avant de celui-ci l'artère basilaire, située dans la citerne pontique, et en avant en rouge, vous voyez apparaître le positionnement des artères carotides internes. Latéralement, par rapport à cette partie basilaire du pont, nous retrouvons l'émergence des nerfs trijumeaux droit et gauche, donc à la 5e paire de nerfs crâniens. Et vers l'arrière et légèrement sur le côté, nous observons à nouveau des pédoncules cérébelleux, bien plus volumineux. On parle ici de pédoncules cérébelleux moyens, qui sont les liens les plus imposants entre le tronc cérébral et le cervelet. Entre ces deux pédoncules cérébelleux moyens, nous trouvons tout naturellement du quatrième ventricule. Latéralement de ces pédoncules cérébelleux moyens, nous retrouvons ce qu'on appelle des flocculus, qui sont des lobules cérébelleux qui interviennent dans la régulation de l'équilibre postural et qui sont aisément identifiables en IRM. Au centre, entre les deux hémisphères cérébelleux droit et gauche, nous retrouvons le vermis du cervelet, qui est la partie la plus ancienne du cervelet et qui intervient dans la régulation du tonus musculaire. Et donc latéralement, les hémisphères cérébelleux droit et gauche, qui contiennent à la fois une partie médulaire de substance blanche et une partie corticale de substance grise. Une fois encore, le fait de passer à un champ magnétique plus élevé, comme ici à cette Tesla, permet de renforcer certains contrastes entre la substance blanche et la substance grise, et ainsi de laisser apparaître certaines structures plus difficilement identifiables dans les champs magnétiques plus classiques, donc 1,5 et 3 Tesla. Terminons avec la coupe la plus inférieure de cette série qui passe par la partie la plus basse du tronc cérébral, correspondant donc à de la moelle allongée, où nous retrouvons principalement une structure antérieure correspondant à la pyramide qui est un relief situé entre la fissure médiane antérieure et le sillon antérolatéral. Alors cette structure pyramidale est intéressante, ce relief l'est, car en fait c'est lui qui donne le nom au fameux faisceau pyramidal ou aux fameuses voies pyramidales, car les fibres issues de cette voie traversent le myélencéphale en cette partie. Là encore, le fait de passer à cette Tesla permet davantage de contraste, laissant apparaître des structures anatomiques complémentaires, plus difficiles à repérer dans les champs plus classiques. Nous retrouvons sur cette image, et là encore, le flocculus, de part et d'autre, donc du tronc cérébral. La partie inférieure du vermis du
cervelet, les hémisphères cérébelleux contenant donc de la médullaire de substance blanche et du cortex donc de substance grise. Et ce qui est intéressant sur cette image, c'est la mise en place des fameuses tonsilles cérébelleuses, anciennement appelées amygdales cérébelleuses, qui sont donc des lobules cérébelleux qui ont des rôles dans l'intégration des souvenirs associés à des sentiments de peur. Alors le plus important est plutôt la note clinique, hein, car il arrive que ces tonsilles glissent, s'invaginent donc dans le foramen magnum. On parle ici d'engagement amygdalien, hein, qui peut être la conséquence d'un saignement ou d'une tumeur qui pousse dans la boîte crânienne et qui donc pousse ces tonsilles dans le foramen magnum, et les répercussions bien entendu sont terribles, hein, car cela entraîne une compression du tronc cérébral et qui peut être fatale. Alors un dernier point avec une coupe un peu particulière qui vous permettra de positionner cet organe un peu particulier qui correspond donc aux hippocampes. Alors pour positionner les hippocampes sur une coupe transversale en IRM, il est important de partir d'une coupe parasagittale, passant par les orbites et donc naturellement par la corne temporale du ventricule latéral qui apparaît ici en bleu. Et lorsque vous retrouvez cette corne temporale du ventricule latéral, vous retrouvez ce cortex gris à 3 couches un peu particulier qui correspond à de l'hippocampe. Alors sur cette image, on ne voit pas trop encore la forme de cet animal marin. Pour cela, il va falloir réaliser une coupe transversale, oblique, descendante, comme vous le voyez apparaître en pointillé et dans l'encart suivant. Alors ici, l'hippocampe ne saute peut-être pas forcément aux yeux. Nous repérons déjà la corne temporale du ventricule latéral qui apparaît ici en bleu, et l'hippocampe apparaît ici où nous retrouvons sa tête, son corps et sa queue. Donc je vous rappelle que l'hippocampe fait partie du cortex ancien, donc de l'allocortex, constitué de 3 couches cellulaires, qui a des fonctions donc dans le rôle de la mémoire, la navigation spatiale, une certaine inhibition du comportement, et qui présente 3 grosses structures, une tête, un corps et une queue, comme vous le voyez ici. Alors cette présentation touche maintenant à sa fin. Je vous affiche ici les sources qui m'ont permis de construire cette présentation. Je vous invite, si vous souhaitez apprendre les bases de la neuroanatomie normale à partir d'images IRM, de consulter le livre donc Neuroanatomie descriptive, coécrit donc avec le professeur Jean-Marie Leminor de Strasbourg. Et si vous souhaitez aller plus loin, notamment dans l'exploration IRM à haut champ magnétique, notamment du tronc cérébral et du cervelet, je vous propose les articles suivants. Bien entendu, ce cours présenté ici sous format court est qu'un abord assez restreint de ce qu'il est possible d'identifier en IRM encéphalique. Nous n'avons pas ici présenté l'intégralité des structures. J'ai volontairement omis notamment les aspects vasculaires par exemple. Au niveau des noyaux gris centraux, il y avait encore davantage de structures à présenter, tout comme au niveau des faisceaux de substance blanche. Néanmoins, cette présentation est un bon début, d'autant plus qu'elle se réalise assez facilement sur des coupes transversales. Bien entendu, tout utilisateur régulier d'IRM devra s'entraîner à positionner l'ensemble des structures anatomiques, à la fois sur des coupes sagittales, mais également sur des coupes coronales. Bien, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt.
Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et que cette description de l'anatomie de l'encéphale vous sera utile. Et je vous dis à bientôt pour un autre sujet concernant l'imagerie.